exactement? Mais l'absence de l'autorité de l'État. L'État doit... L'absence de l'autorité de l'État. Mais l'État ne doit pas quand même surveiller un ADG qui compose... C'est ça d'ailleurs l'État. Allez dans les entreprises, ce qui se passe là. Allez ce qui se passe dans les entreprises. Aujourd'hui, vous parlez de violences sexuelles. C'est beaucoup plus, n'est-ce pas, fréquent dans les entreprises. C'est là où il y a des violences sexuelles dans nos entreprises. L'État doit avoir un œil permanent dans ces entreprises. Mais si la nerf fouille partout, vous allez dire, on est dans un état policier. C'est vous qui allez dire ça. C'est quoi dans ce sens? Moi, je crois que... il faut savoir. Mais quand vous parlez de l'État, ça veut dire qu'il y a une surveillance étatique. Ce que nous demandons à ces gens-là, la partout. compétence et la performance. Oui. Et dans tout cela, bon, je crois que la majorité veut maintenant gérer les entreprises seules. Ça serait une bonne chose. En attendant que les dialogues arrivent, parce qu'il y a les dialogues, là encore on va gérer les entreprises et les gouvernements. Donc vous êtes partisan de la répartition des gagnottes, enfin du gâteau. Mais comment? Après le dialogue. Mais avec tout ce qui se passe, il faut qu'il y ait dialogue. Donc après le dialogue, il y a quoi? Mais quand il y a dialogue, quoi, on va partager. C'est ça. C'est ça les dialogues. Oui, Harold Badibang. Enfin, on voit la chute du dialogue. Oui, mais mon cher ami a toujours été pour le glissement, mais pas pour que certains glissent, mais que tout le monde glisse, et lui compris. Et donc, la majorité ne doit plus gérer. Une glissade, une glissabilité, une globe, comme on l'a toujours dit. Non, moi je suis en train de faire une mise au point importante. Oui. Quand on parle de la politisation des entreprises publiques, on ne doit pas passer de côté le principe sacro-saint, qui sous-tend que les partis politiques sont les antichambres de pouvoir. Pourquoi on vient dans la politique? C'est pour conquérir le pouvoir et l'exercer à tous les niveaux. Vous pouvez ne pas être président de la République, vous pouvez ne pas être premier ministre ou ministre de tel ou tel autre portefeuille. On voit l'administration. Mais vous pouvez être mandataire public, mandaté par votre parti politique, administrateur de territoire à Kabeka-Mouanga. Il faut être politique rodé. C'est ça le principe. Et lorsqu'on aborde ce principe, on doit avoir la dextérité, pas pour critiquer ce qui est fait, mais plutôt donner un conseil. À qui? À ceux qui mandatent ces gens dans les services étatiques. On parle de la compétence, et mon cher ami a bien fait d'ajouter la performance, mais il a oublié de dire que la performance n'est que résultante de la compétence. On ne peut pas produire la performance sans a priori être compétent. Donc il faut partir de la compétence. Et c'est aux partis politiques de nous aider à envoyer la personne qu'il faut, compte tenu de son profil, à des postes auxquels ces personnes et là, vous demandez aux partis politiques travailler. De constituer des groupes de réflexion, des spécialistes, chacun dans son domaine, pour pondre des études. C'est ça d'ailleurs un parti. Pourquoi pendant tout ce temps, les partis ne fonctionnent pas? Excusez-moi, pardon. Alors, Monsieur Jamal, aujourd'hui, quand vous posez la question à nos partis politiques, une fois que vous avez le pouvoir, qui pourra être des directeurs de la NER? Qui pourra être des ministres de l'Intérieur? Ailleurs, c'est déjà programmé. C'est déjà programmé. Donc vous dites que nous n'avons pas de partis politiques. Il y a quelques partis seulement, on peut les compter au bout de doigts, qui ont des bureaux politiques. Oui, des bureaux politiques dans lesquels on trouve des secrétaires nationaux, des délégués nationaux chargés de ceci et de cela, qui ont même des formations idéologiques. À un parti comme ça, aucun problème ne se pose. Quand on a besoin d'un ministre de l'Intérieur, il y a un secrétaire national chargé de l'Intérieur dans ce parti-là. Quelqu'un du reste déjà rodé par rapport à ça au niveau du parti. Mais lorsque nous avons affaire aux partis politiques de mallette, qui n'ont comme membres que père, mère, enfant et les dernières copines en date, il se pose un problème. Donc, au regard de ce qui est fait, je félicite d'abord le président de la République et le gouvernement pour avoir compris qu'il faut le faire et qu'il faut continuer à le faire. Est-ce que c'est la période d'échanger des ADG définitivement comme ça, les intérimaires qui... Donc, par principe, c'est pas normal qu'il y ait des éternels intérimaires. Oui. Et que, au regard de la réconfiguration, vous savez, Jean-Marie Kassamba, ces nominations ont été attendues après les élections de 2011, au regard de la réconfiguration de la situation politique. Oui. Il y a des mandataires qui ont continué à gérer sans que leur parti politique ait donné une certaine sève
à la majorité. C'est ça le principe. On peut se voler la Donc face. Paul Diakessé avait raison de dire il y a une dose de récompense et oui, mais de repositionnement. Il avait raison, mais à moins que je me trompe, j'ai l'impression qu'il n'est pas d'accord que ce soit la récompense. Or, en politique, il s'agit réellement de récompenser celui qui a mouillé les maillots pour que le pouvoir existe. Mais cette récompense doit plutôt se faire compte tenu de la méritocratie, de la technicité. Sinon, s'il n'y a pas récompense, au nom de quoi vous pouvez avoir des partis politiques membres de la majorité qui mouillent les maillots pour se battre et convaincre la population par rapport à ça et ça. C'est au nom de ça qu'il y a toujours une charte. Quand il y a un regroupement des partis politiques, il y a un objectif. Et cet objectif, cette charte plutôt, donne devoir, mais in fine, les droits. Donc vous comprenez Daniel Safou quand il parle du dialogue qui doit aboutir à... Oui, qui doit aboutir à la gestion collégiale des choses pour glisser. Oui. Mais c'est ainsi que moi je suis en train de dire qu'on peut dialoguer. Encore et toujours, le dialogue est un agent pacificateur de conflits interhumains. Mais s'il faut venir à ce dialogue pour se partager le gâteau, on doit mettre fin à cette manière de voir les choses, dans la mesure où je suis convaincu que beaucoup de politiciens maintenant ont peur d'affronter le peuple. Ils aiment toujours ce pouvoir de combine pour contourner le peuple, alors que beaucoup d'entre eux, même s'ils se présentent comme candidats députés provinciaux à Guémena chez eux, ils ne seront pas élus. Il y en a qui seront surpris, étant donné que les nouvelles qui nous viennent de la CENI sont convaincantes. La CENI travaille, il y a élection locale et provinciale. Et beaucoup de ceux qui cogitent dans un sens tout comme dans un autre sont pris de court, ils ne s'attendaient pas à la vitesse de croisière que le processus électoral allait prendre. Parce qu'on a le deuxième sujet. Bon, mais vous avez posé une question. Oui. Pourquoi maintenant? Oui. N'oublions pas que nous sommes en Afrique et qu'en Afrique, les entreprises publiques sont de poules aux odeurs, aux Z2. Aux œufs d'or plutôt. Pourvoyeuse de revenus. Mais pour la campagne électorale. Ceci explique cela. Ah bon? Tout à fait. Donc, mais que faites-vous de la comptabilité de la bonne gestion? Oui, on va parler de la MONUSCO maintenant. Bienvenue, Bakoumé. La semaine dernière, nous avons commencé déjà à évoquer ce cas. Cette semaine, d'ailleurs, nous avons produit une émission ici où nous avons invité effectivement le numéro 1 de la MONUSCO qui venait tout frais de New York, où les débats étaient houleux. Tchibanda a maintenu que la MONUSCO doit absolument amorcer le départ, parce qu'au début c'était que la MONUSCO reste encore et on ne change rien, bien au contraire, la brigade d'intervention est là, il y a encore d'instabilité, etc. Il faut lui ajouter la démocratie, le développement, comme mission, les élections aussi. Mais finalement, il y a 2 jours, le Conseil de sécurité a acté qu'il faut délester la MONUSCO de 2000 hommes et qu'il faut amorcer le départ, mais en prolongeant le mandat d'1 an. Ils vous ont écouté maintenant, finalement. Le décryptage de ce qui s'est passé au Conseil de sécurité, c'est que la voix de la RDC a été entendue. Oui. Lorsque le Conseil de sécurité recule et accepte qu'il y ait le départ de 2000 hommes, ça veut dire que le Conseil de sécurité a écouté la République démocratique du Congo, les récriminations de la République démocratique du Congo. Mais d'autre part aussi... comme leur dit qu'ils sont quand même là pour accompagner les élections, la stabilité... Oui, la stabilité, c'est nous-mêmes qui devons la produire. Nous devons produire la stabilité. Oui, nous devons produire la stabilité nous-mêmes. C'est pour cette raison que nous avons élu ceux qui sont aux affaires. Oui. C'est pour qu'ils produisent la stabilité, la sécurité, la paix pour les populations congolaises. Mais là où les conseils de sécurité ne semblent pas émettre sur la même longueur d'onde que la partie congolaise, c'est lorsque le Conseil estime que le degré de pacification, le degré de maîtrise de l'État n'est pas suffisant. N'est qu'à 10%. Parce que quand on a 20 000 hommes et qu'on fait partie 2000, ça veut dire que pour le Conseil de sécurité, c'est seulement à 10%. C'est-à-dire qu'il y a 90% d'efforts à fournir pour atteindre le standard. Alors, est-ce que le Conseil de sécurité a raison? Est-ce que le Conseil de sécurité n'a pas raison? Je n'entrerai pas dans Mais le décryptage n'est pas que
la MONUSCO, c'est quand même un réservoir des gens qui viennent parce qu'ils sont peut-être au chômage par ailleurs, peut-être parce qu'il y a des flux financiers qui tournent. Ça, c'est un peu les dessous de ce qu'on n'explique pas. Oui, je ne veux pas entrer dans ce débat parce que ça donnerait ça remonterait à la surface le caractère immoral de certains contingents qu'on a envoyés dans des pays comme la République démocratique du Congo. Oui. Mais je présume que le Conseil de sécurité vit suivant une certaine moralité, une certaine estime que nous devons lui témoigner et ne pas soulever ce débat juste pour éviter qu'on puisse ternir davantage l'image de la MONUSCO, l'image de l'ONU. Mais estimer que le chemin parcouru n'est qu'à 10% me fait penser que du côté de l'ONU, on n'est pas prêt à partir. On n'est vraiment pas disposé à partir. Ah oui. On estime que dans ce pays, il faut rester le plus longtemps possible. Hein? On va lâcher du lest lorsqu'on va se élever la voix de temps en temps, mais essentiellement, la MONUSCO n'est pas encore disposée à partir. Et pour que la MONUSCO puisse partir, nous devons fournir encore des avantages du côté de nos FRDC, nous devons les requinquer davantage et nous devons nous reprendre aussi nous-mêmes en charge de manière responsable. Je prends un exemple pour terminer. La loi nous dit, par exemple, qu'il faut nommer rapidement des commissions pour les découpages. C'était 15 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 28. Ça fait 30 jours. On ne l'a pas fait. Est-ce que pour que le Premier ministre prenne un décret, il faut mettre 30 jours pour nommer des gens qui doivent mettre en place... Il y a des provinces où ça a déjà commencé. Hein. Ben oui, il faut absolument que le Premier ministre signe ce décret pour que le processus puisse être enclenché. Et dans l'armée, c'est pareil. Vous avez été écouté, apparemment, le Conseil de sécurité vous a donné raison. 2000, ça part déjà. C'est dit qu'il ne faut pas rêver. Hein. L'ONU n'est pas... Enfin, la MONUSCO n'est pas prête à partir. Pourquoi? Parce que le Conseil de sécurité ne dépend pas des souverainetés qu'on peut chanter par des exaltés, des extrémistes. Il n'a qu'à faire des souverainetés des États. C'est en fonction des intérêts de puissants contributeurs de l'ONU, comme les États-Unis, la France. Les 5 pays permanents. Tout à fait. Raison pour laquelle la MONUSCO est venue ici. D'abord, MONUC, ce n'était pas avec ces régimes, c'était avant ces régimes. Donc, en soi, la MONUSCO n'a pas de compte à rendre dans ces régimes ici. Mais seulement, Jean-Marie, ce qu'il faudra dire, c'est que ce qui fait mal, c'est un peu le bégayement du gouvernement, de notre gouvernement. Bégayement. Ce bégayement langagère est la résultante d'une mauvaise perception de l'ONU, du Conseil de sécurité, mais également des erreurs accumulées. Et quand j'ai dit une mauvaise perception, le Congo n'est pas n'importe quel pays. Et s'il faut réfléchir sur les motivations ayant mené la MONUSCO, ce ne sont pas des motivations seulement d'ordre contextuel, ce sont des motivations d'ordre géopolitique, mais également géoéconomique qui ont mené la MONUSCO ici. Parce que ce ne sont pas les Français ou les Américains qui vont laisser leurs intérêts être bradés, perdre beaucoup d'argent ici. Donc ils envoient des... Mais également, lorsque le Congo est menacé, le Congo est malade, c'est une bonne partie de l'Afrique qu'il est. Au cas du Nigeria, a des problèmes, même jusqu'au Tchad, on éternue. Donc, cette mauvaise perception, à un autre niveau, c'est qu'on a l'impression que la MONUSCO, quand nous crions, ils partiront. Non. Je vous donne, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous donne 3 exemples. Au Burundi, ils sont bien partis. En Angola, ils sont bien partis. Mais en Angola, on les avait chassés. Mais l'RDC n'est pas l'Angola. Il ne faut pas oublier ça. L'RDC n'est pas l'Angola. On n'a pas les mêmes intérêts par rapport... donc les Américains n'ont pas les mêmes intérêts en Angola qu'en RDC. Et le couloir de l'RDC, l'Angola est un peu... Quand vous regardez la carte du monde, la carte de l'Afrique, l'Angola est un peu excentré par rapport à nous. Nous sommes au centre. Et on est un couloir. C'est un grand couloir. Et vous savez que au Liban, la FNIL est là, ça fait 31 ans. La FNIL, est encore là. En Chypre, au Chypre, ils sont là depuis 51 ans. Non, 52 ans que l'ONU, le casque bleu sont au Chypre. Et aussi en Afrique, Polisario, ça fait 34 ans. Donc ne pensez pas que du jour au lendemain, quand nous crions ici, nous sommes un pays souverain. Non, ça c'est... Je crois que Kobler vous a répondu la fois passée. Il vous a dit que la MONUSCO est ici, non pas seulement pour la sécurité, aider les FARDC, également stabiliser politiquement la RDC. Cela est lié à notre contexte politique. Et c'est là où je parle des erreurs accumulées.
Vous savez que, Jean-Marie, les gens qui pensent qu'ils servent Kabila, ils détruisent Kabila. Hein? Des erreurs de faucon, par exemple. Pourquoi empêcher les gens de marcher 19, faire des morts?